Hello les sacours de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Vous serez d'accord avec nous pour dire qu'Oda a du mal à faire mourir ses personnages, qu'ils soient grièvement blessés ou au bord de la mort, acculés au pied du mur ou dans des conditions extrêmes et impossibles pour la survie. Mais pour lui ce n'est pas grave, ils survivent presque tous. Et c'est donc tout naturellement qu'on a voulu attirer la lumière sur ces personnages et surtout sur ces moments. Attention, cette vidéo est la seconde partie de notre série de vidéos sur les personnages de One Piece qui auraient dû mourir. Si vous n'avez pas vu la première partie, elle s'affiche en haut à droite. Petite précision, pour la troisième partie, ce seront vos choix qui seront sélectionnés. Donc n'hésitez pas à donner votre sélection de personnages qui auraient dû rendre l'âme en commentaire. Si vous êtes sélectionné, on vous citera dans cette vidéo. Et petite nouvelle, la grande flotte est presque au 38K Nakama. Merci à tous, mine de rien, on commence à être vraiment très nombreux. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. C'est aussi simple qu'un abonnement pour vous, et nous, ça nous aide énormément. Mais c'est l'heure de la vidéo. Allez, c'est parti! Petit 1, un dieu qui ne manque pas d'air. Pour ce premier moment, dirigeons-nous vers l'arc Skypiea. L'équipage se rend de bon cœur avec pas mal d'objectifs. Trouver de l'or, vivre des aventures et surtout prouver que l'ancêtre de Mont Blanc Cricket n'est pas un menteur. Malheureusement, tout s'enchaîne très vite. Une partie de l'équipage se fait enlever par les hommes du dirigeant des lieux, le dieu Ener. L'autre partie se presse pour les retrouver et une fois cette formalité effectuée, il se retrouve pris dans le jeu macabre de la divinité. Il a organisé une battle royale entre les trois puissances présentes. Ces prélats, une bande de fous furieux utilisant une sorte de haki de l'observation, les Shandia, ces indiens qui veulent retrouver leur territoire, et les pirates, qui veulent juste de l'or. Les 4 derniers survivants auront la chance d'accompagner Ener dans son grand voyage, mais les choses ne se passent pas comme celui-ci le veut. Ces prélats sont tous des fées, et les derniers survivants refusent de venir avec lui. Il n'a pas le choix, il utilise son fruit de la foudre et les bat tous, sauf Nami, qu'il ramène avec lui de bon cœur. Il dévoilera alors son plan. Il a créé une arche géante, Maxime. Alimentée par son propre pouvoir, la foudre, elle volera droit vers le territoire de la Verste infinie. Objectif, la Lune. Et pour faire bonne mesure, il veut détruire tout ce qui reste derrière lui, par pur plaisir, sinon ce serait pas drôle. Mais vous le savez, Luffy ne le laissera pas faire. Il débarque et s'attaque à Ener. L'homme caoutchouc résiste à son pouvoir et c'est le seul qui en est capable. Il va jusqu'à le battre dans un coup de poing légendaire. Ener est éjecté et se fera éclater sur la cloche d'argent géante des Shandia. Le tyran est battu et Norland Cricket a sa preuve. Mais ce n'est pas exactement ce moment qui nous intéresse ici, mais c'est un événement qui se passe juste après. Le dieu Ener arrive quand même à se relever, et grâce à l'arche Maxime, il prend la direction des cieux. Il a juste assez d'énergie pour fuir. Et hop, il quitte la Terre et débarque dans l'espace, où il survit sans problème. Il arrive même à la Lune. Pour nous, il aurait dû manquer d'air et suffoquer. L'arche Maxime n'a pas une protection extérieure. Et comme vous le savez, dans l'espace, il n'y a pas d'air. Or, il y va comme si de rien n'était. On s'est alors demandé si les Logia pouvaient survivre sans oxygène. Eh bien non, car Smoker tombe dans les pommes face à César, celui-ci ayant vidé l'air de ses poumons. En bref, Ener aurait dû mourir avant d'atteindre son but. Petit 2. Une fausse exécution? Pour le deuxième moment de cette vidéo, parlons d'un événement qui s'est passé durant l'arc Whole Cake. Alors que l'assassinat de Mama vient de rater, l'alliance de fortune Capone-Mugiwara vole en éclats, et chacun fuit de son côté. Mais Mama étant en pleine crise commence à tout briser sur son passage. Tant qu'elle n'aura pas son gâteau de mariage, elle n'arrêtera pas. Sanji décide d'aller préparer ce gâteau pour sauver tout le monde, et l'équipage se sépare de nouveau. Aidé par Pudding et Chiffon, le cuistot file vers Cacao Island, là où se trouve une grosse usine qui leur permettra de préparer ce mets délicieux. Malheureusement, un ennemi se dirige vers les lieux. Oven, l'un des fils de Mama. Il a eu connaissance du fait que le chapeau de paille s'y était donné rendez-vous. Il les attend de pied ferme. C'est alors qu'un autre énergumène débarque. Pand, le père de Chiffon. Après des années à vouloir la revoir, il est à 2 pas de son but. Mais Oven l'aperçoit et le roue de coups. Il le connaît, il n'a pas sa place ici. Sanji et ses alliés sortent alors avec le gâteau. Oven se retourne vers eux et cette fois-ci, il en a appris Chiffon. Il la poursuit jusqu'à la mer où Capone l'attend pour transporter le gâteau. Et s'énervant face à leur fuite, il décide d'élever la température de l'eau grâce à son fruit du démon. Pand, voulant sauver sa fille, essaye d'assommer l'opposant avec une massue, mais sans succès. Bien au contraire, Oven, ivre de rage, se retourne vers lui. Il chauffe son arme à blanc et s'apprête à trancher le pauvre homme. Pound se sait perdu. Il repense à son passé. Leur séparation, la cruauté de Mama. Il a juste le temps de voir son petit-fils s'éloigner. Et dans ces derniers instants, il lance. Félicitations pour ton mariage. Oven met fin à ses jours en le tranchant. Sa lame dégouline de sang. Eh bien non, car il survit. On le revoit dans des mini-aventures où il se retrouve sur une tartelette de Mama à la dérive. C'est quand même fou, non? qu'Oven ait été incapable de le tuer avec une arme tranchante et qui plus est, chauffée à blanc par son fouet du démon. Ou même qu'il était incapable de le capturer. C'est à n'y rien comprendre. Petit 3, une explosion plus spectaculaire que meurtrière.
L'histoire prend place sur Whiskey Peak, la fameuse île infestée d'assassins où règnent les agents du Barquer. Or, les Mugiwara, après y avoir accosté, ils sont traités comme des rois, tout ça dans le but de les amadouer et de les piller, puis de les tuer, accessoirement. Si Zoro n'était pas là, ils seraient d'ailleurs tous les 6 sous pied sous terre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, elle se complique même. Une de leurs membres est en fait une infiltrée, Miss Wednesday. C'est en fait la princesse d'Alabasta. 2 hauts gradés sont envoyés sur les lieux pour l'éliminer. Mais les autres agents se rebellent. L'un d'entre eux est un des membres de son armée, un fidèle de son père, et il fera tout pour la protéger, quitte à demander de l'aide à ses pirates, qui acceptent moyennant finance. La victoire est alors vite acquise, mais un problème subsiste. Ils doivent revenir au royaume au plus tôt, et surtout incognito. Pour éviter que le chef de l'organisation ne les repère, Igaram se fait passer pour la princesse, et s'éloigne sur un bateau. Les au revoir sont larmoyants. Ils ne savent pas s'ils se reverront un jour. Mais la lueur d'espoir que leur offre l'avenir leur suffit. C'est alors qu'une gigantesque explosion se fait entendre. Le bateau vole en éclats et l'horizon s'illumine tant le choc est violent. Le bateau était piégé et Igaram n'est plus. Mais pas pour longtemps, car après la chute du chef de cette organisation, Igaram refait surface sans aucune égratignure, aucune séquelle. L'explosion ne lui a rien fait. Tout est bien qui finit bien, même un peu trop. Petit 4, un être bien résistant. Pour ce moment, dirigeons-nous vers l'île la plus étonnante de One Piece. Enfin, selon nous, la fameuse Zou, terre où réside le peuple des Minks et le tout sur un éléphant géant. Suite à l'arrivée d'un samouraï du clan Kozuki sur l'île, Raizu, les Minks décident de le cacher. Après tout, c'est un vassal du clan Kozuki tout comme eux. Mais l'ennemi approche. Il a découvert la localisation de l'île. Jack, un des lieutenants de Kaido, débarque avec son armée et s'en prend directement à la population, martelant une seule question entre chaque coup. Où est Raizu? Même l'intervention des 2 lords n'y fait rien. Il est inarrêtable. Et comble du malheur, celui-ci libère du gaz à travers tout le royaume, empoisonnant le peuple pour mieux leur faire subir la question. À la limite de la mort, ils furent sauvés par un heureux événement. Doflamingo, un des collaborateurs de l'empereur, s'est fait battre par un jeune pirate et emprisonné. Jack doit aller le secourir. Mais encore une fois, il faillit à sa tâche. L'escorte de Joker est bien trop importante. Mais c'est pas grave, il est en vie, et sa précédente mission n'est pas terminée. Ni une ni deux, il file vers Zou et il ne fera pas dans la dentelle cette fois. De son bateau, il tire à coups de canon sur l'éléphant géant, espérant lui briser une de ses pattes pour faire tomber tous les habitants à l'eau. Mais soudain, l'éléphant balance la tête, il arme sa trompe et frappe violemment le pauvre équipage. Le bateau est pulvérisé, les hommes de Kaido sont réduits en bouillie. Un choc pareil, ça laisse rien derrière lui. Eh bien il faut croire que si, car ce cher Jack est retrouvé un peu plus tard au fond de l'eau. L'utilisateur du Fujimamo ne peut certes pas bouger, mais il peut respirer. C'est un homme poisson après tout. Le plus étonnant, c'est qu'il n'a aucune blessure, juste le masque de brisé. On veut bien qu'il ait la peau dure, mais quand même, pour nous, il aurait dû mourir dans le choc. Petit 5, le choc des titans. Parlons maintenant d'un acte légendaire, tellement impressionnant qu'il a marqué toute personne qui en a été témoin sur le champ de bataille. Nous sommes à Marineford. Suite à l'arrestation d'Ace au point ardent par la marine, l'amiral en chef Sengoku décide de faire un exemple et de l'exécuter sur place publique. Après tout, il a un lien avec 2 grandes figures de ce monde, Goldie Roger, son père biologique, et Barbe Blanche, son père adoptif. Mais ce dernier n'aime pas qu'on touche à ses enfants. Armé de son courage et de sa grande flotte, il débarque sur place dans le but de tout saccager. Il n'arrêtera que lorsque son fils sera libéré. Une bataille titanesque s'engage alors, durant laquelle aucun camp ne lâchera les armes. Oz Junior, le terrible géant, essaiera également de sauver son frère de cœur. Mais face au Shichibukai, il se fait avoir très rapidement. La fin est proche. Moria, à l'aide de son fruit du démon, lui transperce le corps. Regardant tout ça du pont de son bateau, Barbe Blanche fulmine. C'est alors qu'un vice-amiral de la marine débarque sur sa gauche, le vice-amiral Ronce. Armé d'une hache, il croit pouvoir prendre le Yonko par surprise, mais le vieux, d'un seul coup de poing, arrête son attaque et brise son arme. Dans sa rage, il attrape la tête du géant et détruit son casque grâce à son fruit du démon, celui qui a la capacité d'ébranler le monde. Le géant est en sang et Barbe Blanche finit par le jeter au sol. Mais celui-ci survit, il ne fera plus d'apparition dans cette grande guerre, mais c'est confirmé dans la suite de l'œuvre. Perso, on aurait pensé que Barbe Blanche n'aurait pas hésité à le réduire en bouillie, surtout dans sa colère. Petit 6, survivant de l'enfer. Pour ce dernier moment, dirigeons-nous vers l'île judiciaire, Enies Lobby. Les Mugiwara y débarquent juste après l'enlèvement de Robin par le CP9. Ils n'ont qu'un seul objectif, la libérer quitte à tout saccager. Et ils ne croient pas si bien dire. Arrivés sur place, ils sont vite pris en chasse par les agents du gouvernement et les marines. Mais c'est du menu fretin tout ça. Ils les passent sans aucun souci. Mais les vrais ennemis se dressent alors sur leur chemin, les membres du CP9. Ces assassins de légende. Et ce sont eux qui ont les clés des menottes de Robin. Sans ça, impossible de la délivrer. Des combats d'une rare intensité débutent alors. Le sol est ébranlé. Les bâtiments s'effondrent, alors que pendant ce temps, le grand Spadam tente de traîner Robin jusqu'à la porte de la justice, communiquant tant bien que mal avec le navire de guerre qui les attend. Et mais, dans sa main, c'est pas un Denden Moshi classique,
c'est celui qui déclenche un Buster Call. L'idiot est effrayé par ce qu'il vient de faire. Mais tant pis, il va fuir, ça ne le concerne plus. Alors que sur l'horizon, les 10 navires de guerre avec à leur bord les 5 vice-amiraux s'avancent inexorablement. Les Mugiwara, après avoir vaincu tous les assassins, arrivent à fuir in extremis grâce à leur dernier allié. La marine fait son œuvre, l'île est rasée de part en part. Les agents restés sur place ne sont plus. Bilan de l'opération, 0 mort. Quoi? C'est donc ça un Buster Call? Et oui, les agents du CP9 qui étaient tous mal en point, inconscients, aux portes de la mort, eh bien aucun d'eux n'y a succombé. On les revoit dans une mini-aventure où seul Rob Lucci est vraiment mal en point. Mais ce sont les séquelles de la bataille contre Luffy. Décidément, il est décevant ce Buster Call. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.